Bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de la Jeunesse, dirigée aujourd'hui par votre serviteur, Pascal Lassalle. Alors je tiens tout d'abord à vous prévenir que cette émission est préenregistrée, donc les auditeurs qui voudront se manifester à bon escient pourront le faire par les moyens classiques, par de bonnes vieilles lettres manuscrites ou alors par les moyens permis par notre technique moderne, un courriel, comme il se doit. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. L'un d'entre eux est déjà un habitué de ce studio. Ce n'est autre que celui que nous surnommons avec affection l'oncle Bob. J'ai nommé Robert Stekers, qui nous vient de Bruxelles. Robert, bonjour. Bonjour Pascal. Donc Robert était déjà venu dans ce studio pour nous parler de la révolution conservatrice allemande, dont il est un des spécialistes, en tout cas par rapport à un ouvrage qui est sorti il y a déjà plusieurs mois aux éditions du Lore, donc intitulé La révolution conservatrice allemande. Ils viennent justement d'en publier un deuxième volume. 4 ans après. Voilà, 4 ans après, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc je présenterai à nouveau Robert plus longuement, juste après avoir introduit notre deuxième invité. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans ce studio Taline Terminassian. Bonjour. Taline, bonjour. Donc Taline qui est universitaire et qui est professeur à l'INALCO, au Languedoc, dans l'Institut national des langues orientales, qui est agrégé et docteur en histoire et qui vient aussi de sortir un passionnant roman géopolitique intitulé Les galaxies markarianes, voilà, aux éditions du Félin, dont nous allons parler en deuxième partie de cette émission. Alors, je vais tout de suite me tourner vers Robert. Donc Robert, on peut préciser que vous êtes un éveilleur. Un éveilleur. J'ai toujours dit que j'étais un instituteur. Un instituteur polyglotte qui a eu le mérite et qui a toujours le mérite depuis déjà plusieurs décennies de rendre accessible notamment à un public francophone des thématiques, des auteurs et donc toute une vision du monde qui est reliée bien sûr à une certaine idée de l'Europe, celle que nous défendons donc dans cette émission, cette Alter Europe comme je me plais à la nommer avec d'autres amis. Une Europe qui ne se réduit pas, bien sûr, aux machines technocratiques et acéphales de Bruxelles. Alors, vous venez de publier ce deuxième volume, donc La révolution conservatrice allemande, sous-titré Sa philosophie, sa géopolitique et autres fragments. Je rappelle d'ailleurs à l'occasion que vous avez également publié, il y a déjà quelques mois, une trilogie intitulée Europa, pour laquelle aussi vous étiez venu dans ce studio. Et j'en parle pourquoi ? Parce qu'en fait, certaines thématiques qui étaient développées dans cette trilogie aussi seront un petit peu le lien qui se fera avec la thématique développée par Taline Terminassian dans son roman. Alors, la révolution conservatrice allemande, sa philosophie, sa géopolitique, ses fragments, donc dans un nouveau volume qui est constitué à la fois de très longs entretiens, longs et denses entretiens, mais aussi des monographies, des bibliographies, d'ouvrages précis. Alors, ce deuxième volume tourne plus autour de certaines figures cardinales de cette révolution conservatrice allemande, dont il est nécessaire de rappeler très brièvement que c'est un filon c'est à la fois intellectuel, activiste, géopolitique qui s'est développé en Allemagne dans l'entre-deux-guerres principalement, même s'il y a eu des prolégomènes avant, et surtout qui visait à mettre en avant une vision du monde très marquée par l'œuvre de Nietzsche, mais qui voulait à la fois dépasser le vieux conservatisme wilhelmien, donc de l'Allemagne de Guillaume II, mais aussi tout l'héritage de l'Aufklärung, un certain héritage des Lumières et de la modernité occidentale. Du premier volume, oui. Voilà, c'est l'idée de troisième voie, donc entre ces deux. Et donc, on a eu dans cette vaste mouvance de grandes figures qui ont émergé dans des domaines très divers, de la politique, du droit, de la littérature, de l'activisme politique, donc de Carl Schmitt à Oswald Spengler, en passant par Martin Heidegger, par Hans Junger et plein d'autres que je ne citais pas comme ça, mais le jeune Thomas Mann, etc. Donc énormément de figures que nous avons déjà abordées dans une émission précédente. Donc aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de revenir, comme vous le faites dans cet ouvrage, sur des aspects de certaines itinéraires. Donc moi, il y a 3 figures qui ont retenu mon attention. On pourrait même en rajouter une 4e. Enfin, on va voir selon ce que le temps nous permet. Je rappelle, cette émission est toujours trop courte. 1h30, ça passe très vite. Donc moi, je pensais à Hans Junger, avec son basculement entre le guerrier des tranchées soumises aux orages d'acier et puis l'écrivain beaucoup plus contemplatif et méditatif qu'il est devenu après-guerre. Je pensais donc
un certain éclairage, mais bon, on va essayer de le faire le plus d'actif possible sur l'œuvre de Martin Heidegger et son inscription dans ce courant. Et le troisième, c'est quelqu'un qui est très mal connu de l'espace francophone et qui mérite de l'aider davantage, c'est une des figures de l'anthropologie philosophique, Arnold Gehlen. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, qui est oublié et qui mérite largement d'être redécouvert. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Robert. Je pense qu'on pourrait essayer je vais, pour la facilité, pour les lecteurs potentiels, je vais résumer brièvement quelles étaient les intentions en fait qui ont présidé à la fabrication de ce deuxième volume. Premièrement, il commence par 3 longs entretiens, comme vous l'avez dit, qui cherchent à préciser pourquoi un gamin de 16-17 ans va se retrouver lecteur de cette série d'auteurs. Je le fais parce que Moller, lui-même, créateur du concept, Armin Moller, créateur du concept, a fait pareil à la fin de sa vie. Il a donné toute une série de livres, interviews, expliquant son cheminement de jeune lycéen balois, suisse, passant par le service militaire en Suisse, dans un bataillon disciplinaire, parce qu'il avait tenté de passer en Allemagne, ce qui était interdit par la législation helvétique. Et donc j'ai voulu aussi préciser quel était l'itinéraire du gamin que je fus à l'époque. Parce que il y a peut-être des lycéens qui se posent les mêmes questions, forcément, puisqu'il s'agit de questions fondamentales, anthropologiques, philosophiques, que se posera l'humanité demain encore. Donc ça, c'est une première chose. Alors vous dites, il y a Ernst Jünger. Là, je suis dans le sillage, évidemment, du livre de Dominique Venner, où Dominique Venner se pose aussi des questions sur l'œuvre et sur l'impact que cela peut avoir sur sa propre personnalité, sur la formation de sa propre personnalité au fil des années. Mais ici, pour Ernst Jünger, ce qui est important, il y a son itinéraire de soldat qui va, Venner dit dans son livre, qui va déposer son épée, qui va accrocher son épée au porte-manteau d'un couvent. Ça arrivait au Moyen-Âge, que le guerrier terminait sa carrière au couvent. Ici, on pense irrésistiblement aux 2 personnages sur les falaises des marbres. C'est quand Venner aborde justement les falaises de marbre dans son ouvrage qu'il parle de ça. Moi, personnellement, c'était le père du patron de mon père, c'est ce qu'il a fait. Il est passé de général à trappiste à Maretsu. Donc, c'était inscrit un petit peu dans la saga familiale. Et il y a ici aussi surtout le Jünger politique qui est abordé pour la première fois en français, d'après les mémoires de Ernst Otto Schüdekopf, qui fut un petit militant obscur, très jeune à l'époque, et qui a fait un ouvrage qui explique qu'après 1918, toute l'Europe se veut révolutionnaire, avec la Russie. Donc, aussi bien les Allemands que les Chinois, et il va y avoir une triangulaire. Et cette volonté d'alliance triangulaire entre une Allemagne qui reste qui va basculer vers une certaine forme de socialisme, mais qui va garder des idées nationales, qui va garder des idées que je qualifierais de vernaculaires, d'ancrées dans l'histoire du Saint-Empire romain, de la nation germanique, etc. Une Russie qui va être quelque part communiste et futuriste dans l'esprit de cette époque, et une Chine qui est en train de se reconstruire autour du Kuomintang, oui. Mais dans une ambiance de guerre civile atroce entre factions, entre généraux, entre warlords, comme on dit en anglais. Seigneur de la guerre, oui. Dans les seigneurs de la guerre chinois, et on va voir émerger, à cause du communisme, une sorte de bipolarité germano-chinoise. Et ça, pour la première fois, c'est expliqué, parce que le général von Seeckt, qui va créer la Reichswehr après 1918. Voilà, la petite armée de 100 000 hommes. La petite armée de 100 000 hommes, mais où les officiers sont obligés d'être des universitaires de haut vol. En fait, c'est une armée de cadres. Il y a le précédent des iranologues comme Niedermayer qui vont traverser le
le désert du Dashkilout en Perse, qui vont tenter de révolutionner l'Afghanistan au profit des Allemands. Il y a donc cette volonté de faire des officiers, non pas simplement des militaires, mais aussi des gens bien ancrés dans les piliers de la société civile, en droit, en économie, une en véritable élite, quoi. Une élite de la en nation, linguistique, quoi. une élite de la nation. Et puis von Zeke va devenir le formateur de l'armée du Kuomintang. Ça, c'est c'est un aspect qui est oublié. C'est un aspect dont le très long article, qui était une conférence dont je me rappellerai toute ma vie, puisque je l'ai fait en faisant un infarctus. Donc j'ai fait cette conférence très longue, en étant à moitié mort derrière le micro. Donc les défis de l'oncle Bob. Donc c'est ce qui a fait dire à un de nos amis, mais t'as failli faire comme Molière, crever sur scène. Bon, ça c'était... on va attendre un petit peu quand même. Hein. Oui, épargnez-moi au cours de cette émission, s'il vous plaît. Oui, bon. Alors, et puis, alors, il y a évidemment un volet géopolitique qui brosse pour la première fois, peut-être dans un ouvrage de notre mouvance, l'essentiel de la pensée de Karl Haushofer, qui développe une géopolitique, mais qui est en parallèle justement à cette bipolarité germano-chinoise dans laquelle Jünger est partie prenante dans les revues nationales révolutionnaires. Il écrit dans le cadre de cette volonté de réformer la géopolitique mondiale contre l'Empire britannique, en fait. Puisque c'est ça la cible principale, à la fois des Russes, des Chinois dans une moindre mesure, mais aussi de tous les révolutionnaires indiens qui vont participer via un personnage dont on n'a jamais parlé dans nos milieux, qui était Friedrich Hilscher. Oh, non, on a parlé, il y a eu un article de la Nouvelle École. Oui, il y a eu un article, mais c'est le seul article qui a existé. Il m'a échappé, excusez-moi. Donc il y a Hilscher, mais il y a un personnage qui intéresse aussi les Français, c'est Gerhard von Thevenar. Ah, ça je le connais pas. Mais oui, mais c'est lui qui avait pris contact avec les Bretons. Donc, qui a contacté Célestin l'Aîné et qui a contacté Ollier Mordrel. D'accord. Cependant, von Thevenar, qui va développer une activité extraordinaire au cours de ces années, la fin des années 20, parce qu'il est très jeune, et les années 30, que va-t-il faire sous l'impulsion de Hilscher? Il va créer une société d'études celtiques. Il va voyager énormément, et ce qui est paradoxal, c'est que sa thèse de doctorat est faite sous la houlette d'un ami de Carl Schmitt, Forstorff, et elle portera sur l'Union soviétique et la nature fédéraliste de l'Union soviétique, qui dit qu'il pourrait servir de modèle à une sorte d'Eurasie germano-russo-chinoise, en respectant évidemment ce qui est très cher aux Allemands et à la révolution conservatrice, c'est la nature vernaculaire et naturelle des peuples. Donc ça, c'est pour la première fois on évoque von Thevenar, mais von Thevenar n'est pas connu. Pourquoi? Parce qu'il est mort très jeune, il avait une malformation cardiaque, et il est mort à 31 ans en 1943, en ne laissant absolument aucune postérité, ni même une grande œuvre, mis à part cette thèse de doctorat. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont nouvelles, qui sont évoquées ici, en parallèle avec la géopolitique de Haushofer, mais aussi la géopolitique, et ça intéressera peut-être Tallinn Terminassian ici, oui, ça c'est la géopolitique de Kjellén, qui est l'inspirateur de Haushofer et qui est suédois, qui est un conservateur suédois, qui va développer une géopolitique, qui va être aussi l'inventeur, en quelque sorte, du concept de géopolitique. Voilà. C'est lui qui utilisera le mot pour la première fois. Tout à fait. Donc, précisons à nos éditeurs que vous consacrez 3 chapitres, donc à ces 2 figures, Kjellén et Haushofer. Oui, il y a 3 articles sur la géopolitique de la révolution conservatrice, et il y a 3 articles sur Heidegger, où je qualifie, c'était un petit article pour réfléchir et agir, je crois, où notre ami Eugène Crampon m'avait mis au défi d'écrire quelque chose d'absolument fondamental sur Heidegger en 3 pages. Voilà. Alors,
Si vous voulez bien, Robert, revenons un petit peu sur Junger et justement sur ce basculement entre ces deux périodes, entre le guerrier donc revenu du front, qui est toujours donc un écrivain, l'écrivain des Orages d'acier, de Feu et Sang et donc de la guerre conventionnelle intérieure notamment, et puis celui qui va devenir au terme de cette période extrêmement active en tant que militant néo-nationaliste, ou nationaliste soldatique pour reprendre cette branche, même national-bolchevique avec ses recommandations avec Ernst Niekisch. Donc, il étudie les plans quinquennaux, c'est ça. Donc, vous revenez un petit peu sur ce basculement, justement. Ce basculement, je le vois ici. Je peux évidemment. Parce que vous l'éclairez par de nouvelles œuvres, justement, de nouvelles exégèses qui sont sorties sur Junger. C'est ça qui est intéressant. Oui, de nouveaux livres sortis en allemand. Il y en a 3, 4, mais enfin, ils sont sortis déjà sur un espace qui couvre une dizaine d'années, je dirais, mais qui ne sont pas connus en français ou uniquement par des spécialistes universitaires et très pointus, pas par le vaste public qui lit Junger. Donc je vois le basculement en plusieurs temps. Il y a le premier basculement est en 1926, quand son fils naît. Il s'agit, il devient père de famille, ça joue un rôle. Il y a aussi la signature de 2 traités. Le traité de le traité de Locarno. Qui apaise le front de l'Ouest auquel l'Allemagne faisait face, en quelque sorte, après l'occupation de la Ruhr, etc. Il y a un apaisement face à l'Ouest, et il est suivi du traité de Berlin qui récapitule les clauses du traité de Rapallo de 1922, mais pas seulement cela. Et il y a une clause particulière qui dit d'accord, mais nous ne laisserons pas passer les troupes de la Société des Nations sur le territoire allemand s'il s'agit d'attaquer la Russie soviétique. Donc là, il y a un apaisement à l'Est et à l'Ouest qui rend peut-être la virulence révolutionnaire ou la radicalité absolue du nationalisme et du communisme allemand à cette époque, la met en porte-à-faux par rapport à la réalité politique et aux traités qui sont en vigueur. Alors, malgré tout, entre 1926 et 1932, Junger va développer effectivement une idéologie nationale bolchevique, et il va préparer la mobilisation totale et le travailleur, que j'analyse ici suite à de nouveaux exégètes allemands, qui est effectivement un projet quelque peu futuriste, sans être progressiste. Ce qui va donner le travailleur, mais immédiatement après le travailleur, qui paraît en 1932, nous avons la prise de pouvoir par les nationaux socialistes, que Junger conteste au nom d'un certain élitisme, certes, au nom de l'armée qui, à ses yeux, aux yeux de von Seeckt, aux yeux de von Niedermayer, on trouvera des traces de tout cela dans leurs propres écrits, dans leurs lettres, dans leurs pamphlets. C'est l'armée qui doit déterminer la marche de la nation. C'est une perspective clausewitzienne. En fait, dans le travailleur, ce que je crois, c'est que Junger va pousser les thèses de Clausewitz jusqu'au paroxysme. D'accord. C'est ça, le travailleur. C'est quelqu'un qui est totalement mobilisé et mobilisable pour la technicité dont la force armée a besoin pour solidifier, consolider la nation, même si ce n'est pas pour faire la guerre, si c'est pour préparer c'est pour avoir la paix. C'est d'ailleurs à l'époque où les Allemands s'entraînent en secret. Donc en Union soviétique, où on est déjà en expérimentant les premières tactiques de blitzkrieg de la guerre éclair. Avec, par exemple, et ça c'est très, très peu connu, avec qui va entraîner les troupes allemandes en Union soviétique. Il y a un certain jeune officier qui s'appelle Paulus, qui sera battu par ses propres élèves à Stalingrad. Voilà. Donc ça, c'est c'est un aspect qui n'est pas encore abordé ici, mais j'ai une documentation, ce sera pour le 3e volume. Ah, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Alors ça, c'est le basculement. Et puis, un peu sur l'influence de son frère à partir de 1900. Frédéric Georg, qui lui développe non pas une politique futuriste de l'accélération de la modernité jusqu'au paroxysme, mais une politique de la décélération.
Et Jünger va aborder ce processus où il va passer du futurisme du travailleur à une forme de voyage, d'antimodernité par respect de la nature, etc., comme son frère. Il va aborder cela par les voyages. Et c'est pour ça que je conseille vivement, ce n'est pas dans le livre, c'est aussi pour une étude ultérieure, dont un article paraîtra d'ailleurs dans la revue Livre Arbitre, pour le prochain numéro de Livre Arbitre. J'aborde la question de la technique et puis de la... Oui, je crois que ce numéro c'est consacré à Jünger en grande partie. Oui, donc j'ai abordé cet aspect-là, donc qu'il va passer d'une hyper-technicité futuriste à un recul par rapport à tout cela, qui va se concrétiser par les voyages d'abord, les voyages dans les îles méditerranéennes. Il y a un magnifique article qui n'est pas que j'ai envie de traduire, mais j'espère qu'on me laissera le temps, d'un journaliste italien qui s'appelle Andrea Scarabelli, qui a son propre site, avec tous les articles qu'il écrit pour le quotidien Il Giornale. Ce sont donc des articles qui ont pignon sur rue. Il y a un article qui s'intitule Terra Sarda, donc la terre de Sardaigne, parce que Jünger était fasciné par la Sardaigne. Je l'ai reproduit tel quel en italien sur le site Eurosynergie, eoefort.com, très récemment, cette semaine-ci. C'est un article magnifique. Et il explique aussi cette fascination pour les îles, qui va se retrouver non seulement qui va se retrouver dans son œuvre quand il sera fasciné par la Méditerranée dans les années 30, mais aussi dans Voyage Atlantique, qui est paru en français, mais je ne sais plus chez quel éditeur. Je crois qu'il est la petite Vermillon. Oui, à Vermillon, voilà, c'est ça. Vermillon, ouais. Et chez Vermillon, vous avez ça, c'est un livre que je conseille absolument. C'est Voyage Atlantique, et notamment le voyage en Islande et le voyage au Brésil. Voilà. Qui n'est pas d'ailleurs, il y aura aussi cet essai assez ésotérique, assez mystérieux, qui s'appelle Visite à Godenholm. Là aussi. Ouais. L'île, une île plus nordique, mais on est dans cette c'est ce que Scarabelli appelle la Manille insulaire, l'insulomania, dit-il en italien. Et oui, il y a un deuxième article justement sur cela sur le site de Scarabelli. Voilà, et on est aussi dans cette période où il y a les rédactions de ces deux versions de Abenteuerliches Herz, donc le cœur aventureux. Oui, ça il y a. Mais le cœur aventureux, j'en parle aussi il paraît juste avant Die Totale Mobilmachung, c'est-à-dire la mobilisation totale. Ouais. Et avant le travailleur. Et dans le cœur aventureux, je montre évidemment cette évolution aussi dans ce deuxième volume. Alors, petite remarque rapide, oui, vous avez cité Friedrich Georg Jünger, donc le frère. Donc, ça, c'était dans le premier volume. Voilà, donc qui a aussi partagé l'engouement pour justement ce néo-nationalisme incandescent de la première des années 20 avec son frère. Dans les articles de son frère, la veine est plus organique. Bien sûr. Donc, ce que je voulais dire simplement, signaler à nos auditeurs, c'est que vient d'être traduit en français et va sortir aux éditions Alia La perfection de la technique. Ah bon? À laquelle d'ailleurs vous avez consacré une petite opuscule, je me souviens bien. Aux éditions j'avais publié ça pour les presses universitaires de France. Dans oui, mais il y avait aussi un petit opuscule qui est sorti chez Sergi, voilà. C'est le même, voilà. Donc, le même texte. Dans La perfection de la technique, c'est une œuvre majeure de Friedrich Jünger, sera bientôt disponible. Donc, oui, mais il faut se rendre compte que ce travail a été achevé en 1939. Que la guerre a postposé son édition. Oui, plusieurs tirages ont été détruits, notamment dans les bombardements. Plusieurs tirages ont été détruits, et on a un tirage finalement après-guerre qui est un peu hétéroclite, qui n'est pas tout à fait dans le bon ordre, qui n'est pas recomposé comme il le fallait, mais c'est la seule version dont on dispose. Il n'est jamais revenu là-dessus, sauf, évidemment, dans sa revue, qu'il publiera après l'épisode Antaios de Friedrich Georg Jünger, et je reviens sur la genèse d'Antaios. Ouais, cette revue, donc voilà. Oui, qui est due à Mircea Eliade, sur une longue période qui a été interrompue par la guerre. Il rencontre, c'est Carl Schmitt qui, en 1942, lui donne la revue de Mircea Eliade, Zalmoxis. C'est intéressant, ça. Et alors, pendant son séjour dans le Caucase, où il y a ces notes caucasiennes, sur le front russe, il dit, ça c'est une revue, c'est la revue de l'avenir. Puis la guerre interrompt leurs relations, et en 1952, quand
Paris un des livres de Mircea Eliade. Il faut que je retrouve. Oui, bon, je sais pas. Bon, il y a eu beaucoup, hein, le mythe d'origine. Donc, il lui envoie un livre paru chez Gallimard en 1952. Et alors, il répond, mais il faudra encore attendre 6 ans, en 1958, pour qu'ils se rencontrent et qu'en 1959 paraissent les premiers numéros d'Antaios jusqu'en 1971, où c'est Frédéric Jünger qui va reprendre le flambeau avec la revue Scheidewege, qui est résolument écologique conservatrice. Voilà, donc revue Antaios, à laquelle collaboreront des plumes prestigieuses comme Julius Evola, il collaborera. Et puis alors, mon compatriote Marc Emmans avait été sollicité, mais il n'a pas répondu, parce qu'il faisait une autre revue à l'époque, avec Tommy Sen d'ailleurs, le spécialiste de Carl Schmitt. Il faisait une autre revue qui s'appelait Fantasmagie, et qui était consacrée à un art qui était certes figuratif, mais qui allait au-delà du réel. Il restait dans sa veine surréaliste, mais il l'atténuait sans les provocations. Donc il y avait notamment dans l'Europe de l'Ouest, ils ont été les premiers à introduire la peinture naïve yougoslave, notamment. Voilà. Que Cheyenne Marie Caron, d'ailleurs, a redécouvert. Je lui ai conseillé d'aller dans une rue de Rovigne pour trouver toutes des boutiques qui vendent de magnifiques œuvres, d'ailleurs, de naïfs yougoslaves. D'accord, donc précisons que cette veine que vous avez décrite donc reste donc dans ce courant général. Hein, donc, oui, et je conclus ici en publiant 2 hommages que j'avais rendus à Mabir et à Wener au moment de leur disparition. Pourquoi ? Parce que effectivement, pour un public français, la révolution conservatrice allemande, ça reste quelque chose d'un petit peu exotique ou de quelque chose qui est résolument étranger, qui participe, comme me disait Pierre-Yves Rougeron, d'un autre imaginaire. Donc il me dit, oui, Stoecker c'est très bien, mais il a un autre imaginaire. Bon, c'est vrai que notre système d'éducation, l'histoire telle qu'elle nous a été enseignée, n'est pas perçu dans la même optique qu'en France. Hein. Bon, ça se transparaît dans Europa. C'est-à-dire, je crois que c'est un commentaire qu'il a fait quand la trilogie Europa est parue. C'est un autre imaginaire. Non, mais ça c'est un mérite. C'est pas l'imaginaire allemand ça, non plus. C'est justement un des mérites de la mouvance dite de la nouvelle droite, hein, donc nommée ainsi par des journalistes à la fin des années 70, d'avoir justement essayé de réactiver ce filon donc dans l'espace francophone. D'abord d'ailleurs vous le rappelez, un article de Giorgio Locchi, une des grandes figures assez méconnues donc de la nouvelle droite française, donc qui était sorti dans un numéro de Nouvelle École au début des années 70. C'est lui qui a publié la première recension du livre de Moller. Exactement. Et ensuite, bien sûr, après par les divers écrits de figures de la nouvelle droite comme Alain Benoît, vous-même, etc. jusqu'à nos jours. Et l'avantage, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a, d'une certaine manière, une postérité dans la démarche. Oui, il y a une postérité, il y a aussi un bagage scientifique, parce qu'il faut rendre hommage aussi à un ensemble d'universitaires qui, comme Merliot, avec son double volume sur Spengler, avec Gödel sur le Lord Vandenbroek, tout ça a été écrit en français. Louis Dupeux, bien sûr. Et Louis Dupeux, qui est celui qui nous a initiés avec Moller à la Révolution conservatrice. Puis il y a un centre d'études de la Révolution conservatrice à Strasbourg, là, je ne sais pas s'il est toujours en activité. Je ne sais pas, non. Voilà. Mais il est évident que Dupeux était le livre... Il y avait Dupeux, Sternel... Fay étaient les 3 livres sur ces sujets-là. Le langage totalitaire de Jean-Pierre Fay. Qui étaient sur notre table d'incorrigible potache à l'époque où on essayait de formuler une théorie politique absolument nouvelle et inédite autour de bonnes bouteilles de Bordeaux et de cigares cubains, comme je l'explique dans je ne sais plus quelle interview. Si, je me souviens. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du Libre Journal de la Jeunesse, donc dirigé aujourd'hui par Pascal Assal, et qui a l'immense plaisir et honneur de recevoir à nouveau Robert Stoeckers, donc intarissable, donc éveilleur et instituteur, comme il le dit lui-même, donc qui vient nous reparler de la Révolution conservatrice allemande avec la parution d'un 2e volume d'édition du Lord et de
Tallinn Terminacian, donc qui va venir évoquer donc son dernier ouvrage, qui est en fin de compte un roman géopolitique. On va voir un genre dans lequel l'université qu'elle est excelle avec bonheur. Mais nous verrons ça dans environ une vingtaine de minutes. Donc nous allons continuer cette lancée de la Révolution conservatrice. Alors je persiste encore sur Junger. Il y a un éclairage très intéressant que vous faites dans cet ouvrage, Robert. C'est justement le cas Armin Mohler. Donc Armin Mohler, l'auteur de ce manuel historique concernant la Révolution conservatrice, qui a été le secrétaire de Junger donc dans l'après-guerre, oui. Et justement vous détaillez un petit peu les circonstances de la rupture qui va se faire entre les deux hommes et les raisons aussi qui éclairent cette rupture. Il l'explique lui-même. Il explique lui-même que dans l'immédiat après-guerre, il est encore naïf. C'est une sorte de demi-solde, il n'a pas fait la guerre, mais il estime que la situation est catastrophique pour l'Europe et pour la civilisation européenne. Il est en Suisse, il est dans un pays qui n'a participé à rien, ça lui reste un petit peu sur la patate, comme on dit. Bon, il est en porte-à-faux et il écrit une recension dans un ouvrage, dans un journal suisse. Il écrit une recension d'un ouvrage de Junger, je ne sais plus exactement lequel. Et Junger lui écrit, puisque Junger est un petit peu isolé dans l'immédiat après-guerre, en 1946. Ils vont se rencontrer à Ravensburg, en Bavière, et ils vont nouer une amitié, et quelques mois plus tard, Junger va lui demander de devenir son secrétaire. Et alors, Mohler se dit, ben voilà, on va organiser la révolution telle que Junger l'a préconisée entre 1926 et 1933. Et Junger a dit non, nous sommes entrés dans l'ère de la post-histoire, il y a l'arme atomique, etc. Tout ça n'est plus possible. Et alors, il va y avoir une sorte de porte-à-faux, même s'ils vont faire des excursions en commun. Il y a d'ailleurs un livre qui relate la période où Mohler était le secrétaire de Junger, qu'il appelait le patron, etc. Et puis alors, Mohler va avoir sa période française, puisqu'il sera correspondant d'un ensemble de journaux suisses et allemands à Paris. Et alors, il va y avoir, et ça c'est l'entretien que j'avais accordé à la revue Philite, qui est reproduit dans ce deuxième tome de la Révolution conservatrice, il va avoir sa période gaulienne. Il va voir, surtout à partir de 1963, avec les accords Adenauer de Gaulle, il va imaginer qu'un tandem se reforme en Europe et que ce tandem doit être en rupture par rapport au duopole de Yalta. Ce qui était une thématique assez courante dans les années 60, dans divers mouvements marginaux, évidemment, en Europe, que ce soit en Italie, en Belgique, avec le courant solidariste en France. Le courant solidariste en France, ou même Mosley en Angleterre, et ainsi de suite. Donc, il y a une volonté de rupture par rapport au duopole qui écrase chacun une moitié de l'Europe. Et l'article, à mon avis, le plus intéressant de Mohler a été écrit dans un anglais basic English. Je dirais, ce sont les papiers de Chicago qui sont repris dans son ouvrage Vue de droite, Vom Rechtsgesehen, qu'Alain Benoît va reprendre, de Mohler d'ailleurs. Et il y a les papiers de Chicago. Donc c'est un discours qu'il fait à Chicago, et où il demande à l'axe franco-allemand, l'axe de Gaulle-Adenauer, de parier sur tous les États que les États-Unis considèrent comme infréquentables. Et là, il va jouer la carte chinoise, de nouveau. Et alors, ça, ici, je ne le dis pas dans l'article de Philite, parce que je n'avais pas lu toutes les notes de Schudekopf, mais c'est un retour, effectivement, aux deux conférences nationales révolutionnaires, nationales bolcheviques, anti-impérialistes, etc., qui ont eu lieu à Bruxelles et à Cologne en 1929, entre 1927 et 1930, je dirais. Il y a eu plusieurs colloques où les gens se sont rassemblés pour discuter d'une politique mondiale révolutionnaire. Et oui, il y a eu finalement, parce que le Comintern, précisément avec Willy Münzenberg, qui était l'animateur principal et qu'on retrouve surtout dans l'œuvre d'Arthur Koestler,
Puisque c'est lui qui va machiner qui va ourdir toutes les campagnes de presse téléguidées en ultime instance par le Comintern. Donc Willy Münzenberg va saboter les Chinois sur ordre de Staline. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et ça intéresse la littérature française au premier point. Qu'est-ce qui va se passer en 1927? Le Kuomintang va dire les communistes en Chine, ce sont des rigolos, on ne peut pas les laisser faire, et les troupes du Kuomintang vont écraser les communistes chinois. Oui, Staline va essayer de relancer la machine avec Buber-Neumann, avec Neumann, un communiste allemand, et un communiste géorgien. J'avoue que ça m'échappe. Comment ça s'appelle? Staline, non. Lominadze. Ah oui, en effet. En effet, et la révolte des communistes va une nouvelle fois être écrasée par le Kuomintang. Il y a la longue marche. Et Staline va être terriblement refroidi, il ne voudra plus entendre parler des nationaux révolutionnaires chinois du Kuomintang, ni des nationaux révolutionnaires allemands. Et alors on va voir les machinations de Willy Münzenberg pendant toute cette période, rendant évidemment la triangulaire impossible, qui était le souhait de tous ces gens-là, et qui est paradoxalement le souhait de Mahler dans les années 1960. Je crois que nos auditeurs peuvent vraiment voir avec beaucoup de bonheur à quel point notre invité, cher Robert, est capable de partir très loin dans des considérations captivantes. Et puis nous sommes remarquables à partir effectivement, maintenant, c'est la plus brûlante actualité. Que se passe-t-il en Allemagne? La contestation des industriels, et je ne parle pas de milieux marginaux et populaires, je parle de force dans l'industrie. Il y a un tropisme chinois qui se réveille à grande échelle. Donc, dans une prochaine émission que je ferai pour ce que Laurent Hoc des éditions Bios a lancé, les 10 minutes, les émissions 10 minutes, nous en avons fait 3 mercredi dernier. Sur Internet, voilà. Qui sera sur Internet. Donc, dans les 10 minutes, je vais parler de 3 livres qui sont dans tous les kiosques en Allemagne, dans toutes les gares. Je les ai retrouvés dans la gare de Cologne et dans la gare de Dortmund. Donc, il y a des ouvrages qui expliquent ce tropisme chinois. Il est donc parfaitement actuel. C'est intéressant. Donc, on le retrouve aujourd'hui, on le retrouvait dans les années 60, et on le retrouvait à l'époque où Jünger était un révolutionnaire qui échafaudait des plans mirobolants pour l'ensemble de la planète. Alors, on va passer de Hans Jünger. Alors, c'est vrai que le temps nous est compté, malheureusement, il s'écoule inexorablement. Donc, nous devons trancher et faire des choix. Mon choix va sur Arnold Gehlen. Donc, j'aimerais quand même que vous présentiez. Bon, alors, vous avez, Robert, on va dire une quinzaine de minutes. Donc là aussi, il va falloir faire. Présenter un petit peu, voilà, l'homme et l'œuvre, et surtout l'intérêt aujourd'hui pour ce courant qu'on appelle l'anthropologie philosophique. L'intérêt, pour moi, c'est aussi ici le texte qui figure là. Et ma toute première conférence que j'ai faite à la tribune du Grèce Bruxelles, qui était dirigée par Georges Hupin, dans sa magnifique maison qu'il avait à Uccle à l'époque. Et on a parlé d'Arnold Gehlen. Pourquoi? Parce que Études et recherches, qui était la revue doctrinale du Grèce, en avait parlé, et que Yvan Blot avait à l'époque, ou un petit peu plus tard, avait incité les presses universitaires de France à traduire 1 ou 2 ouvrages de Gehlen. Je me suis penché essentiellement sur la définition de l'anthropologie que donnait Gehlen, qui était basé sur un principe assez fondamental. L'homme est un être auquel il manque des choses. C'est un être incomplet. Inachevé, il n'a pas les griffes du tigre, il n'a pas la fourrure de l'ours, il naît nu et pauvre. Donc il va devoir développer son cerveau, et par son cerveau, il va devoir fabriquer des outils, plus d'outils
que le singe qui prend un bâton et qui casse une noix de coco ou quelque chose comme ça, ou qui prend un caillou pour casser un aliment. Il y a des animaux qui utilisent des bâtons et des cailloux, mais l'homme va développer ça. Donc, il va développer ça dans des proportions inégalées dans la faune, pour la faune de la planète. Et il va dire, donc, la nature de l'homme, c'est sa culture voilà. Et sa capacité technique. Et donc là, nous avons une anthropologie qui est à la fois pessimiste. Et quand je parle d'anthropologie pessimiste, je fais référence au livre qui paraîtra dans une quinzaine de jours, qui est un volume, peut-être un 4e volume sur la révolution conservatrice, mais un volume consacré à Carl Schmitt. D'accord, ouais. Aux éditions du Lore, je crois. Aux éditions du Lore, qui a à peu près le même, qui a aussi 300 ou 400 pages, sur Carl Schmitt. Et Carl Schmitt se dit, il vaut mieux avoir une anthropologie pessimiste, parce que si on a une anthropologie optimiste, on croit qu'on fait toujours le bien. Même quand on fait des bêtises, même quand on provoque des catastrophes, quand on dit que l'on est un ange, on fait la bête. Donc c'est ça le principe fondamental de l'anthropologie conservatrice, à la fois de Carl Schmitt, dans une perspective augustinienne et catholique, et à la fois chez Gehlen, dans une perspective qui est anthropologique et biologique. Arnold Gehlen, d'ailleurs, faut-il le préciser, qui commence timidement à être traduit en français. Il existe, je crois, au moins 2 recueils d'articles disponibles. Un au Presse universitaire de France, notamment, l'autre chez un éditeur qui m'échappe, et que je m'étais procuré il y a quelque temps. Mais c'est vrai que il y a cette fameuse étude aussi qui était sortie dans l'étude de recherche. Donc il y a votre article donc dans ce recueil, et je crois que c'est une œuvre qui aujourd'hui est aussi d'une grande actualité, qui reste d'une grande actualité par rapport justement à l'anthropologie, à cette vision du monde, cette vision aussi de l'homme dans ses relations avec ses semblables, mais surtout avec son milieu, qui mérite de briser justement ces visions iréniques et héritées des Lumières. Voilà, vous avez l'introduction faite par un gamin de 22 ans. J'avais 22 ans quand j'ai écrit ce texte. Mais je l'ai relu là pour. Je n'ai pas changé. Ouais. J'ai rien voulu changer. Pourquoi j'aurais pu effectivement rendre cet article plus long et plus compliqué, mais il aurait empêché évidemment des jeunes ou de jeunes germanistes ou des jeunes gens qui sont bilingues de se pencher sur Gehlen. Ils ont ici la substantifique moelle, je dirais, de cette œuvre. Bon, alors il faut aussi parler de Gehlen militant et soldat. Gehlen est décédé à 72 ans parce qu'il a été très sérieusement blessé en tant que jeune officier du régiment Großdeutschland. D'accord. Qui est un régiment de la Wehrmacht, mais qui a été... de la division, on dit. Qui est une division... La division d'élite de la Wehrmacht à l'époque. Oui, qui était une division d'élite, mais qui en a vu de toutes les couleurs. Et j'avais un professeur d'allemand, d'ailleurs, qui était belge, mais qui s'est retrouvé là-dedans et qui nous a expliqué comment ça s'est terminé en Roumanie et comment il avait fait 4 ans de camp de concentration à Odessa, heureusement, parce qu'on a dit, toi, francophone, toi, devenir professeur de français dans l'armée rouge. Et il dit, c'est ça qui m'a sauvé, de même que mon collègue roumain, qui était chef d'orchestre à Bucarest et qui a pu donner des cours de musique à l'armée rouge à Odessa. D'accord. Donc voilà un petit peu. Arnold Gehlen a un passé militaire, mais qui a été tragique. D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il commence à être timidement redécouvert, notamment par l'université française. Oui, il est aussi. Alors, pour Moller, il faut savoir que Gehlen n'est pas seulement le philosophe, anthropologue, sociologue, etc. C'est aussi un historien de l'art. Hein. Ah bon. Oui, il y a un livre très rare, introuvable, mais il était jadis à la bibliothèque du Goethe-Institut à Bruxelles, et je l'empruntais régulièrement. Et il a fait une histoire de l'art montrant comment l'art avait évolué du figuratif à l'abstrait, etc., avec des aspects positifs et négatifs. Donc c'est un petit peu une thèse qu'on retrouve dans une histoire de l'art européen qui est vendue à grande échelle par Taschen, d'ailleurs. D'accord, oui. Taschen qui dit de jolies choses, notamment un ouvrage qui fera aussi un peu le lien avec le sujet de notre invité qui suit, un ouvrage intitulé
SSSR, donc un ouvrage sur l'architecture soviétique, un gros pavé d'ailleurs qu'il faut que je me procure. Je passe rue de Bussine. De Frédéric Chaubin. Je crois, oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est un gros ouvrage là qu'il faut que je me procure rapidement. Et d'ailleurs, votre ouvrage m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Le 11 novembre 1918, l'armistice mettait fin au sacrifice de millions de Français morts pour défendre leur patrie. Radio Courtoisie, la radio des patriotes, se devait de commémorer cet événement comme elle se doit de continuer le combat devant les périls qui menacent la France aujourd'hui. Rejoignez-nous le 11 novembre 2018 à midi, 100 ans jour pour jour après l'armistice. Venez déjeuner avec nos patrons d'émission, avec Jean Sévillia qui évoquera ces terribles années de guerre dans le salon de la péniche L'Aqua Restaurant, situé face au 5 quai Marcel Dassault à Suresnes. Réservez dès maintenant votre place en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e. Rappelez-vous, dimanche 11 novembre à midi sur l'Aqua Restaurant, 5 quai Marcel Dassault à Suresnes. Nous comptons sur votre présence pour cet anniversaire exceptionnel qui marquera les 31 ans de Radio Courtoisie. Alors Robert, si je puis dire, je vais en quelque sorte en terminer avec vous, en tout cas provisoirement, parce que vous allez intervenir aussi donc pour discuter avec Tallinn sur son dernier roman géopolitique. Je voudrais vous citer à l'issue du premier entretien qui est publié dans votre ouvrage. Vous écrivez la chose suivante: Armin Mohler, suivant Karl Jasper. Voilà. Armin Mohler, dont suivant Karl Jasper, affirmait que la révolution conservatrice inaugurait une nouvelle période axiale de l'histoire. Ça, c'est un terme qui revient dans plusieurs entretiens. Et vous écrivez: Or, Max Weber et Julian Freund nous ont appris que les valeurs générées par les périodes axiales sont immortelles. Elles peuvent connaître des périodes de dormition, disait aussi Weber, mais inévitablement, irrémédiablement, elles reviendront à l'avant-scène, en dépit aux grandes dames des forces du non-être, qui ont cherché à les étouffer. Oui. Moi, je crois que c'est une des phrases qu'on doit retenir de votre ouvrage. C'est en quelque sorte aussi ce que nous avons essayé de faire comprendre dans la présente émission qui avait abordé cette question. Et justement, le fait que vous consacrez des petites monographies donc à Jean Mabir, que nous avons évoqué au sommet de l'émission. Jean Mabir, c'est la notion d'aventure. Tout à fait. Qui est mise qui y est quand même. Bon. Et surtout aussi le lumineux article que vous consacrez à Denis Vénère. Vous avez donné aussi des éclairages intéressants sur à la fois votre compagnonnage assez bref à Denis Vénère, les deux occasions vous l'avez rencontré. D'ailleurs, la deuxième, j'étais... Trois fois. Oui, à trois. Bon, moi, j'étais... À une des trois, vous y étiez présent. Voilà, tout à fait. J'étais un des co-organisateurs de Jean Pavlesco de ce fameux dîner dans le 16e arrondissement. En avril 2002. Tout à fait. À l'époque de la nouvelle revue d'histoire qui venait d'être lancée. Donc, je crois que c'est une des choses qu'il faut retenir, c'est que, voilà, cette révolution française, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui doit relever uniquement de la recherche académique, mais qui est un élan, qui est aussi donc un filon, qui trace des pistes qui sont toujours fécondes, qui doivent être bien sûr réactualisées, qui doivent presque se métamorphoser, si je reprends cette expression que Guillaume Fay a popularisée, donc avec ce concept d'archéofuturisme, donc voilà, où la tradition doit inspirer des formes nouvelles et des élans nouveaux. Donc je recommande à nos lecteurs et à nos auditeurs de se plonger dans ce tome 2 de la Révolution conservatrice allemande, où on verra énormément de pistes fécondes sont ouvertes grâce à votre curiosité insatiable et justement à votre capacité à mettre... C'est aussi la volonté d'un sale gamin d'emmerder les établis. Bah, exactement. Nous sommes des sales gamins, destinés à emmerder donc les conformistes, les pensées sclérosées. L'expression est de Jure Vujic. Nous sommes les garnements de l'histoire. Notre ami croate que nous saluons, si par aventure il vient d'être à l'écoute de cette émission. Et qui a écrit toute une série d'ouvrages chez l'Armatan, d'ailleurs. Oui, mais là, il va... Non, mais là, c'est quelqu'un qui... Plus en attendant les barbares, qui est un très bon petit ouvrage. Exactement, édition contre-culture. Donc, la Révolution conservatrice allemande, sa philosophie, sa géopolitique et autres fragments, aux éditions du Lore, une très belle édition, d'ailleurs, faut aussi souligner le côté soigné du livre en tant que tel, donc couverture, papier, et surtout papier glacé, donc une ouvrage qui a un poids conséquent. Alors, comme transition avec notre deuxième invité, à qui nous allons quand même enfin donner la parole, bon,
je voudrais rappeler que dans le premier tome de votre trilogie Europa, nous en avions parlé à l'époque. Donc vous mettez l'accent sur un filon peu connu de la sphère indo-européenne, à savoir la branche iranienne et l'héritage à la fois civilisationnel et spirituel qui est le sien et qui a marqué de manière pas toujours visible une part de notre histoire, de notre culture. Notamment, vous citez les œuvres d'Henri Corbin, de Paul Dubreuil, et montrer que par exemple l'influence de la pensée du filon spirituel avestique plus tard, donc avec ses postérités mazdéennes et zoroastriennes, dans notamment la genèse de la chevalerie occidentale, qui n'a pas uniquement des origines germaniques. D'ailleurs, vous cité aussi sur cette geste iranienne qui a été en quelque sorte une des colonnes vertébrales de votre racisme. La cavalerie romaine est sarmate, et il y a des garnisons sarmates en Gaule, mais surtout en Rhénanie, à Cologne, où il y a les Sicambres. Et il y aura une fusion. Donc on peut émettre l'hypothèse que les Mérovingiens sont... Voilà, ou même les Ostrogoths qui ont séjourné longtemps en Ukraine et en Crimée, qui ont appris des Sarmates, voilà. Avec les Alains, c'est les Alains, donc les Ossètes, qui vont effectivement jusqu'en Espagne avec les ordres de chevalerie. Alors, je parle de ça parce qu'en fait, ce qu'il est convenu d'appeler le zoroastrisme n'est pas étranger, donc, au dernier ouvrage de Tallinn Termination, donc universitaire, mais aussi une romancière qui ne s'est pas ignorée longtemps, en fin de compte, avec notre grand bonheur. Donc, qui s'est découverte, il s'est découverte, tout à fait, et que nous découvrons, et que j'ai vraiment, j'incite nos auditeurs à découvrir à leur tour. Donc, pour son dernier ouvrage, Les Galaxies Markarian. J'avoue que pour moi, c'était... Markarian. N'harmonisez pas trop la prononciation, parce que le lecteur français risque de me perdre. D'accord, tout à fait. Donc, Markarian. C'est tout à fait juste, c'est Tallinn Termination, mais pour les Français, on va mettre Termination et les Galaxies Markarian pour ne pas égarer le lecteur D'accord, comme vous voulez, cher Tallinn. Dans les Galaxies Markarian, c'est bon. Donc, titre énigmatique, je n'avais pas de notion particulière, j'ai jamais eu de notion particulière d'astrophysique et j'ai découvert que c'était, donc voilà. Le titre est énigmatique, oui, enfin c'est un hommage en fait que je rends à un lieu que j'aime particulièrement et qui a été le point de départ de ce roman. Ce lieu, c'est un observatoire d'astrophysique qui se trouve à Pulagan, aujourd'hui en Arménie, mais qui a été édifié après la Seconde Guerre mondiale par un célèbre astrophysicien soviétique, Victor Rampalsoumian, pour le coup, Victor Rampalsoumian, pardon, et qui donc a établi sur les contreforts de la montagne Aragats un laboratoire d'astrophysique, un observatoire d'astrophysique édifié un petit peu comme ces villes universitaires fermées qui existaient en Union soviétique. Et donc, j'ai séjourné pendant plusieurs années, plusieurs étés dans ce lieu. Et ce lieu qui est particulièrement magique, magnifique, enfin qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est donc le point de départ du roman. Vous donnez envie en tout cas de nous y rendre. C'est une manière en fait de rendre hommage à ce lieu, puisque Markarian était en fait un astrophysicien de Pulagan. D'ailleurs pas forcément le plus remarquable. Il légué son nom à ces deux galaxies dont il a établi en quelque sorte l'observation et la cartographie cosmique. Et donc c'est une manière de rendre hommage à ce lieu et aux personnes que j'ai rencontrées au cours de ces étés successifs et qui sont en quelque sorte la source d'inspiration le point de départ en fait de ce roman. Oui. Voilà, de ce roman qui est en effet un roman géopolitique et qui présente quelques affinités, bien sûr, historiques et géographiques avec les propos que nous avons entendus de notre collègue Robert Stockers, dans la mesure où, effectivement, le noyau central, c'est l'Iran. Enfin, je ne peux pas, évidemment, en déflorer complètement le propos. Bien sûr, et effectivement, des histoires d'espionnage. Alors, les espions allemands étaient très présents dans l'Iran de l'entre-deux-guerres, et ça fait écho comme ça toute une espèce d'affinité effectivement perso-germanique, ne fût-ce qu'à travers l'œuvre de Nietzsche, ainsi par les Zarathustra, mais aussi la présence du zoroastrisme, donc religion qui a précédé en quelque sorte les trois grands monothéismes et qui en tout cas serait à la source des grands monothéismes. Et bien cette religion est très présente dans la culture germanique
à partir, je dirais, de la fin du XVIIIe siècle. Enfin, les exemples les plus connus, c'est bien sûr Mozart, la flûte enchantée, les allusions ce personnage de Zarastro qui est une espèce de zoroastrien, de prêtre zoroastrien de pacotille. Mais enfin, tout ça, ça montre quand même la présence du zoroastrisme dans la culture occidentale, ne fût-ce que ça. Donc, ça permet d'accréditer de manière peut-être plus légère les thèses qui ont été évoquées tout à l'heure. Voilà. Vous faisiez allusion aux espions allemands qui jouent aussi un rôle au Moyen-Orient. Je ne peux m'empêcher de citer un ouvrage aussi que je recommande à nos auditeurs de quelqu'un qui fut mon invité il y a déjà quelques années, Jean-Jacques Langendorf, que vous connaissez, Un été au Kurdistan, qui évoque aussi nation allemande. Langendorf a été le tout premier en français à écrire un long article sur Niedermayer, mais qu'il a perdu dans la revue Exil de Dominique Deroux. Tout à fait. Dominique Deroux que nous avons évoqué aussi il n'y a pas si longtemps. Alors, Taline, je dois aussi quand même préciser pour nos éditeurs que vous avez écrit plusieurs ouvrages donc avant celui-ci. Vous avez notamment coécrit avec Jean-Robert Aviot un passionnant petit manuel sur la civilisation soviétique. Cette notion de civilisation soviétique qui, en fin de compte, est une réalité qu'on peut constater pour ceux qui, comme moi, se passionnent pour justement les pays de oui, la civilisation soviétique, son origine, son développement, genèse, développement, métamorphose. Voilà. C'est-à-dire, l'idée que la civilisation soviétique d'une certaine façon, se perdure ou présente en tout cas ces mutations jusqu'aujourd'hui. C'est ça, c'est un peu ça le propos de... on le voit, des gens qui ont vécu à cette époque-là. Bon, je vois, c'est un peu comme le même phénomène avec ces anti-américains qui portent des t-shirts Coca-Cola ou qui téléphonent avec des portables Apple. Mais là, c'est pareil. On voit aujourd'hui même des fois des gens qui sont profondément hostiles à l'héritage soviétique ou alors, en tout cas, ces reliquats donc dans la Russie aujourd'hui de Vladimir Poutine, qui sont aussi marqués dans leur culture, dans leurs références cinématographiques, musicales, etc., par justement ce qui a constitué une koiné, en fin de compte, de certaine manière, une civilisation commune, des références communes. Des références, des territoires et même la formation aussi. Bien sûr, de noms nouveaux, il y avait aussi la formation de noms nouveaux. Bon, on va pas trop rester là-dessus, donc votre ouvrage est paru chez Ellipse, mais vous avez surtout consacré un ouvrage à une figure éminemment britannique, so British, oserais-je dire dans ce micro. Donc un espion britannique qui a joué un rôle important donc au Moyen-Orient et dans cette grande zone cette zone du grand jeu traditionnel donc entre la Russie, l'Angleterre et puis les puissances du Moyen-Orient jusqu'à l'Inde. C'est un ouvrage qui s'intitule Reginald Tick Jones au service secret de l'Empire britannique, paru chez Grasset il y a déjà quelques années. En 2012. En 2012, voilà. Donc, je crois que c'était un petit peu aussi une sorte de préfiguration de la veine d'espionnage qui parcourt une partie de votre roman. D'un certain point de vue, parce que pour écrire cette biographie, qui est quand même une biographie très fouillée, enfin, qui reste encore un ouvrage académique, en effet, j'ai dû tout de même... mais que vous avez rendu passionnant, quand même, voilà. C'est vrai que j'ai rendu passionnant, mais simplement, je me suis rendu compte ce que tout écrivain finit par savoir, c'est-à-dire que la réalité et la fiction sont étroitement mêlées et que souvent la réalité dépasse la fiction. Oui. Donc tous les efforts que j'ai déployés pour écrire effectivement cette biographie d'un agent secret nécessairement un petit peu obscur, j'ai décidé de renverser en quelque sorte ma méthode et donc de passer directement au romanesque, mais en m'inspirant bien entendu d'une réalité documentée, parce que ça, j'ai voulu délibérément faire cela dans ce roman géopolitique, donc Les Galaxies Markarian, en ayant peut-être aussi un peu la même modeste ambition qui est celle de Robert Stoker. C'est-à-dire, j'ai fait un peu l'institutrice, enfin en tout cas le professeur, c'est-à-dire ce qui reste mon métier, c'est-à-dire... la volonté d'essayer de faire passer auprès d'un public, qu'il soit étudiant ou bien entendu aussi un public élargi, ma vision des grands problèmes historiques, géopolitiques du 20e et du 21e siècle. Pour être bref, mais enfin comme l'argument du roman fait également référence à cette religion du zoroastrisme, qui est aujourd'hui le fait
d'une poignée d'adeptes. Voilà, je me suis employée à faire ce que j'aime beaucoup faire en réalité, c'est-à-dire mélanger à la fois l'histoire antique et l'histoire contemporaine. En tout cas, moi je dois le dire sans flagornerie aucune que c'est réussi. Vraiment, votre ouvrage m'a enthousiasmé parce qu'il y a de grandes qualités d'écriture et qui rappellent même les meilleurs. Bon, vous avez donné un rythme. Non, mais vraiment, moi je suis aussi un grand amateur de romans d'espionnage, écrit par de Jean Le Carré à Gérard de Villiers. Oui, mais justement, c'était trompeur parce que j'ai cru y retrouver certaines références, notamment à celle d'une figure qu'on qualifie de James Bond suédois, Hamilton. C'est une série donc qui a été écrite par l'écrivain suédois d'origine bretonne, donc Jan Guillou, et qui, pareil, rappelle furieusement votre personnage d'agent trouble suédois qu'on trouve écoutez, je n'ai pas lu Jan Guillou, mais en l'occurrence, ça montre simplement que l'agent suédois correspond à un stéréotype documenté. Surtout que dans cette œuvre-là, on est au-delà des schémas manichéens, des schémas bipolaires. On a un personnage qui est effectivement trouble, qui est à cheval entre différents intérêts géopolitiques. Jan Guillou, je terminerai avec lui, mais on ne cache pas ses sympathies pro-palestiniennes et anti-sionistes, sans parler de ses idées d'extrême gauche, mais son personnage est extrêmement intéressant. Il est par-delà les clichés manichéens. C'est un sujet que le roman n'aborde pas, c'est précisément la question d'Israël et du sionisme. Tout à fait. Plutôt vague et non, ça c'est pas vraiment au premier plan en tout cas. C'est peut-être à l'arrière-plan. Pour terminer mon ouvrage, c'est vrai que j'étais très sensible à l'aspect ultra documenté. On voit que vous êtes allé dans certains lieux et vous avez ce sens de la description. J'ai mené des enquêtes sur le terrain. Je suis allé à Beyrouth. Bon, ça c'était pas un exploit, mais enfin j'ai tenté de tirer de ces séjours qui étaient en fait des missions universitaires dans le cadre de mon travail. Tous les documents, tous les éléments d'observation possibles. Je me suis rendu en Iran et notamment à Yazd, donc qui est la ville où reste qui est la ville capitale, on peut dire, du zoroastrisme en Iran, ou plus ou moins ce qu'il en reste, où se trouvent ces fameuses tours du silence, où avaient lieu autrefois ces funérailles célestes, qui sont l'un des éléments importants. Oui, des points de départ de votre intrigue, là. Ouais. Bref, et je me suis rendu aussi à Chamonix. Bon, ça n'a pas à première vue de rapport. On va reparler. Je me suis rendu effectivement près de la langue glaciaire du glacier des Bossons, où se trouve un ultime point de dénouement de cette ténébreuse affaire que je ne dévoilerai pas complètement à votre nous allons en reparler tout de suite. En tout cas, à travers aussi certains points de détail, vous donnez des points de détail sur l'architecture arménienne soviétique. Vous avez consacré d'ailleurs un ouvrage et des articles que j'ai lus entre-temps. Oui, parce que ça donne envie de découvrir l'architecture. Ça. En effet, ça fait partie aussi de mes centres d'intérêt. La question du patrimoine, de l'architecture soviétique et tout ça. Donc je me suis beaucoup amusé, en effet, à donner aux lecteurs intéressés quelques pistes, quelques éléments sur le décor, sur les décors traversés par les différents protagonistes. Et ça ne concerne pas simplement que l'architecture soviétique, je m'amuse aussi à inventer certains types d'hôtels en Irak datant de la période de Saddam Hussein. Enfin, ça m'a permis en réalité d'apprendre énormément de choses sur un certain nombre de domaines, et donc je dois dire que je me suis beaucoup amusé. Vous avez appris des choses et vous nous faites apprendre des choses, parce qu'effectivement, là aussi, c'est un roman géopolitique. Moi, j'ai tendance à mettre des guillemets au roman parce qu'effectivement, il y a un solide fond documentaire et vous essayez un petit peu de démêler cet écheveau complexe, à la fois d'ethnie, de religion qu'on va retrouver dans cet espace, qui est recouvert par l'Irak, par l'Iran. Je m'en explique tout à fait dans le préambule. En fait, à peu près tous les chapitres sont documentés, vraiment documentés, c'est-à-dire se renvoient soit à des faits réels, etc. Donc, ce qui est romanesque, c'est bien sûr, c'est précisément ce que font les historiens, c'est-à-dire les liens de cause à effet, les liens de causalité entre les différents éléments, qui sont notamment normalement des hypothèses ou des suppositions fondées chez un historien académique, ici sont avancées comme des éléments d'explication. Et là, bien entendu, je n'ai pas à en apporter la preuve. C'est la grande liberté. C'est la grande liberté de l'écriture romanesque par rapport à l'écriture académique. Donc, ce sont les liens de causalité entre les faits qui sont
qui sont romanesques. Mais le reste, en fait, est fouillé, est fondé et renvoie à des choses qui ont réellement existé. Et surtout qui renvoie à l'actualité la plus brûlante, tout en donnant des éclairages intéressants sur certains faits du XXe siècle qui ont eu lieu dans cette vaste zone, donc qui va de l'Arménie jusqu'à l'Inde. Oui. On voyage de Yerevan jusqu'à Mumbai. Alors, on voyage, oui, on a une carte qui a été Alors, ça aussi, c'est sympa. C'est vraiment très sympathique dans votre ouvrage. Bon, déjà, moi, je suis très sensible aussi à la forme que prend un livre. Donc, une couverture à rabat avec un dessin original. Hein. Un dessin original de Nicolas Wilde, qui est un bédéiste bien connu, qui écrit une trilogie sur l'Afghanistan, sur son expérience de travailleur humanitaire en Afghanistan, qui s'appelle Kaboul Disco, mais qui, surtout, a aussi écrit un album sur le zoroastrisme. Alors et c'est évidemment une autre proposition sur le zoroastrisme, parce que dans son album qui s'appelle Ainsi se tue Zarathustra, une vision un peu humoristique sur une communauté en voie d'extinction. Et moi, à l'inverse, dans mon roman, je prends cette communauté en voie d'extinction et je décide de manière un petit peu arbitraire qu'elle est au centre d'une espèce de gigantesque intrigue. Mais c'est pas totalement dénué de fondement, justement. Alors, pas totalement dénué de fondement dans le fait, par un certain nombre de faits, effectivement, parce qu'on est obligé de faire un crochet par l'Inde. En effet, les zoroastriens, au moment de l'islamisation de l'Iran, pour certains d'entre eux ont pris la fuite en Inde, ça a donné la fameuse communauté Parsi. Et en effet, cette communauté Parsi, cette toute petite minorité Parsi a fourni à l'époque contemporaine les éléments des élites économiques, scientifiques de l'Inde contemporaine. Bon, je prends juste l'exemple de la grande entreprise Tata, par exemple, qui est une espèce de multigroupe qui intervient dans tous les domaines de l'économie indienne. Et puis aussi dans les grandes avancées scientifiques et militaires de l'Inde contemporaine, puisque en effet l'Inde avait un physicien atomiste qui s'appelait Homi Bhabha. Homi Bhabha était un Parsi, et c'est lui que les Indiens jusqu'à aujourd'hui célèbrent comme étant le père de la bombe atomique indienne. Donc lorsque j'ai découvert ça, j'ai trouvé que ça collait évidemment parfaitement avec mon idée de roman géopolitique, et donc j'ai poursuivi l'histoire de Homi Bhabha, qui se finit par une tragédie au sommet du Mont Blanc en 1966, lorsque son avion s'écrase au sommet du Mont Blanc, et donc je suis allée mener aussi un certain nombre d'enquêtes en compagnie de mon amie Françoise Ray, qui a beaucoup travaillé sur cette question, sur le crash au Mont Blanc, où nous avons retrouvé donc un certain nombre de documents miraculeusement conservés dans la glace, et qui là encore m'ont permis de fignoler d'ultimes dénouements dans ce roman, puisque ces documents montrent les relations spécifiques que les Indiens entretenaient avec un certain nombre de puissances, et notamment la Suède, ce qui m'arrangeait bien, puisque moi j'avais inventé justement ce personnage de Frédéric Holm, un agent non pas double mais un petit peu trouble suédois, un agent qui s'échappe effectivement du jeu bipolaire de la guerre froide actuelle. D'accord. Enfin bipolaire, non, enfin justement qui voulait échapper, en tout cas dans mon esprit, au type de l'agent de la guerre froide, et qui dans le contexte de la guerre froide actuelle est forcément quelqu'un de beaucoup plus trouble et de plus complexe que cela. Voilà, donc à l'origine, qu'est-ce qu'il y a vraiment... il y a tous ces faits que vous avez été amené à découvrir de par vos pérégrinations universitaires ou personnelles. Mais quel était le déclic qui vous a justement encouragé à vous lancer dans l'écriture de ce roman? Le déclic, c'est d'abord le fait d'arriver à un âge où je n'ai plus tellement de choses à attendre de la carrière universitaire. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que donc, j'estime que je n'ai plus de preuves à donner. Et en plus, voilà. J'avais vraiment très envie de me libérer à la fois du carcan universitaire qui vous condamne à écrire des ouvrages qui sont lus par un public très étroit. Et d'autre part, c'était aussi de me servir du roman pour me libérer en quelque sorte ma parole, pour me défouler. Ça, je pense que je peux le dire à l'antenne de cette radio. Je trouve que la lecture médiatique des événements internationaux d'aujourd'hui est plus que biaisée et agaçante. Et donc, il y a donc un moment
moment où vous avez envie de vous libérer et donc de tester un autre type d'écriture pour voir si le message passe ou pas. En tout cas, bon, et donc voilà, donc la bouteille à la mer est lancée, elle est lancée depuis le 6 septembre, depuis que les éditions du Félin ont édité le roman, et nous verrons bien ce que ça donnera. En tout cas, bon, là, ce que vous allez vous faire passer est clairement perceptible pour un public, voilà, un public honnête, pour un public. Oui, parce qu'on suppose quand même que le roman s'adresse à un public plus large que des études. Même si ça demande quand même un minimum de connaissances, géopolitiques, historiques sur. Ça demande des connaissances géopolitiques, mais enfin. Mais vous les rendez accessibles, voilà, parce que justement, voilà. On peut se familiariser. Donc je pense. Ça ouvre des portes, justement. Ça ouvre des portes. Ça peut s'adresser. J'ai parlé des étudiants, mais enfin bon, des lycéens, disons un peu intéressés, bien sûr, par l'histoire et la géographie, peuvent très bien se lancer dans ce roman. Je pense que ça fait partie aussi des publics visés par ce livre. Ah ben, indéniablement. En tout cas, c'est vrai qu'ils vont apprendre beaucoup de choses sur les subtilités du jeu politique kurde, donc au nord de l'Irak, en passant par les diverses communautés ethnico-religieuses qu'on trouve dans cette région du monde, les yézidis parce que notamment. Les yézidis d'Arménie et d'Irak, parce que ces yézidis dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'il ne vous a pas échappé que hier la co-gagnante en quelque sorte du prix Nobel de la paix est cette jeune yézidi Nadia Mourad, donc qui a reçu ce prix Nobel de la paix hier. Bon, c'est juste pour dire que les yézidis sont effectivement un point de départ. Alors on les trouve. En quelques mots, oui, précisez quand même pour certains de nos auditeurs que sont les yézidis en quelques mots là. Les yézidis sont une catégorie, sont une minorité à l'intérieur, sont une minorité à l'intérieur de la minorité kurde, et on les trouve dans différents pays du Moyen-Orient. Alors on les trouve à l'état de minorité justement en Arménie, donc où ils se trouvent depuis toujours, et autour notamment dans cette montagne de la Ragaz où précisément je séjournais pour écrire ce roman. Donc ces yézidis sont très présents là, ils vont l'été dans les pâturages avec leurs moutons, ils font le miel, etc. Enfin, ils font des choses comme ça. Donc ces yézidis sont une minorité en Arménie, mais aussi on en trouve d'autres dans d'autres coins du Moyen-Orient, et notamment justement en Irak, dans ce fameux Djebel Sinjar, d'où est originaire, d'après ce que j'ai compris, cette jeune Nadia Mourad, ce Djebel Sinjar qui a été le théâtre il y a quelques années d'un massacre ou d'un génocide absolument atroce, donc mené par les gens de Daesh et de l'État islamique. Et donc c'est dans ce contexte-là que le sort du Djebel Sinjar a été tout à coup connu en Occident. Donc c'est ce que j'imagine le jury du prix Nobel a voulu rappeler hier. Et justement, moi, je parle aussi beaucoup de ces épisodes-là, parce que ces yézidis pratiquent une religion qui s'appelle le yézidisme, alors qui est lui aussi une espèce de branche un peu particulière du zoroastrisme, enfin, qui serait l'un des... enfin, c'est pas très clair. Enfin, de toute façon, ce sont quand même des religions très, très obscures, mais enfin, le yézidisme serait apparenté à certains aspects du zoroastrisme, bien qu'il ait justement au Djebel Sinjar ses propres sanctuaires, ses propres lieux de pèlerinage et son propre rituel. Bon, il rend hommage à certains dieux qui prend la forme d'un oiseau paon, dans le pan, et c'est cet oiseau pan qui est l'objet d'une vénération particulière. Donc voilà. Donc ce qui est établi, c'est en effet les parentés religieuses entre ces différents groupes, et de promener le lecteur à travers ces régions et ces religions mal connues. Donc effectivement le yézidisme, le renouveau du paganisme dans des pays comme l'Arménie par exemple, où il y a en effet un véritable regain du zoroastrisme avec de nouveaux temples zoroastriens qui ont été récemment érigés, et puis enfin bien sûr de passer par l'Iran jusqu'à un épilogue que je ne peux pas dévoiler entièrement, mais que la couverture dessinée par Nicolas Wilde suggère de manière très forte et très humoristique.
Voilà, donc comment s'appelle ce motif déjà, vous le dites dans notre roman? C'est le farfaldine, c'est l'oiseau Varegna, c'est le motif que l'on trouve au fronton de toutes les grandes pierres levées des sites archéologiques iraniens, aussi bien à Persépolis qu'à Nakhichevan, etc. Donc ça représente cet oiseau Varegna avec des grandes ailes qui sont effectivement ces fameuses ailes de vautour dont il est question dans le premier chapitre. Et qui donc présentait ici une image tirée d'une BD en fait que Nicolas Wilde a écrite sur notre rencontre et les propos que je lui ai tenus ce jour-là. Et cette image a tellement plu à mes éditeurs qu'on a décidé d'en faire la couverture. Ah non, c'est vrai que c'est une belle accroche et puis bon, c'est vrai que voilà, ça donne une petite idée. Outre le fait que le rouge et le jaune, enfin il manque le vert et même ça évoque aussi le Kurdistan. Oui, le drapeau, à la fois le drapeau iranien, le drapeau kurde, sur lequel il y a un soleil, dans lequel il y a un soleil, voilà, c'est les couleurs traditionnelles de l'iranité, qu'on retrouve aussi dans le drapeau tadjik d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà, c'est tout à fait dans l'ordre des choses, de cette manière. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement revenir justement sur cet événement qui avait suscité mon attention, donc à la fin de votre roman, ce fameux accident d'avion dans lequel il mord donc le père donc de la bombe atomique indienne, je crois première explosion en 1914, si mes souvenirs sont bons. La bombe indienne, c'est effectivement le 1974. Ouais, mais l'accident, en 66, c'est 66. C'est en 1966. Donc oui, j'ai fini par me servir de cette histoire parce qu'elle forme. Vous êtes allé sur place, quand même, vous le dites. Vous êtes allé à Chamonix. Oui, je sais pas. Ça, c'était quand même pas tellement un exploit de se rendre à Chamonix. Certes, mais quand même, on peut se dire tiens, Chamonix. La démarche était exactement la même. Donc je suis rentré en contact avec Françoise Ray, qui elle a vraiment écrit 2 ouvrages très très fouillés, qui est une journaliste qui a écrit donc 2 ouvrages très fouillés sur cette affaire de crash, dont nous n'avons évidemment pas forcément les tenants et les aboutissants, mais qui est une enquête extrêmement troublante en effet, puisque ce Boeing donc de Air India s'est effectivement crashé au sommet du Mont Blanc en janvier 1966, avec à son bord donc celui qu'on appellera le père de la bombe atomique indienne, et donc dans un moment de tension particulière entre l'Inde et le Pakistan. C'est la guerre. Il y avait la guerre en 65, je voilà, crois, exactement. Donc on est dans un moment particulier, et d'ailleurs les archives que nous avons retrouvées dans les glaces du glacier des Bossons, justement reflètent ce contexte particulier. Et puis d'autre part, à un moment où l'Inde se rapproche de l'Union soviétique. Hier, nous avons entendu parler sur les médias des récents contrats signés entre la Russie et l'Inde aujourd'hui. Eh bien, cette situation existait déjà donc dans les années 60. Donc, on peut très bien supposer, évidemment, quand on écrit un roman d'espionnage, on peut très bien supposer, au moins au titre de cas d'école, que, disons, un certain nombre de puissances, et en particulier une puissance, avait quelque intérêt à nuire aux relations soviéto-indiennes, surtout si l'Inde était au bord de se procurer il y avait un risque de prolifération nucléaire à la clé. Suprême. Et là, cet accident, effectivement, arrive donc dans ce contexte-là. Donc on ne sait évidemment pas si c'est moi, dans la réalité, je ne sais toujours pas trancher ni apporter la preuve qu'il s'agit d'un accident ou d'un complot, mais en tout cas, le fait est que la chronologie et le calendrier de cette histoire-là a joué un rôle très très important. D'où, des éléments qui ne sont pas que romanesques sur les restes qui ont été trouvés dans le glacier des Bossons, parce que ce glacier des Bossons est victime, comme tous les glaciers alpins, du réchauffement climatique, donc il fond. Et il se trouve que nous nous trouvons dans un contexte particulier, puisque cette fonte fait que l'accident qui a eu lieu, les restes du Boeing et probablement les restes humains et tout ce qu'il y avait avec, notamment des bijoux, des diamants, etc., tout cela est roulé par le glacier jusque dans les moraines qui se situent à mi-hauteur. Et donc, dans la réalité, mais aussi dans la fiction, ici, il est question de la mystérieuse mallette du savant atomiste qui contiendrait des documents extrêmement importants. Et donc,
voilà, je me sers évidemment de cette histoire-là. Donc je suis en effet allé à Chamonix à la recherche de cette mallette que nous n'avons pas encore retrouvée, mais je donne quelques éléments pour ceux qui voudront bien s'employer à les décrypter. Tout à fait. Mais écoutez, ce sera en tout cas un bel exercice que nous pouvons suggérer à nos auditeurs, donc de se procurer votre dernier roman, Tallinn, donc qui est à la fois vraiment une superbe intrigue d'espionnage et surtout qui révèle, et illustre, des aspects de la géopolitique du XXe siècle et surtout qui renvoie aussi à des enjeux, à ce grand jeu qui est toujours aussi actuel. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, j'en essaie de bien prononcer. Donc Les Galaxies Macarian, donc aux éditions du Félin, donc très belle édition pour une modique somme, en plus de la somme de 20 €. Voilà, il y a quand même plus de 350 pages, donc et superbe illustration. Donc vraiment, voilà, c'est le roman géopolitique, je dirais même pas du mois, voire du trimestre. Je vous remercie. Donc je conseille à nos auditeurs. Alors très rapidement, au pied levé comme d'habitude, mes chroniques culturelles. Alors cette fois-ci, elles seront un petit peu faméliques. 2 ouvrages, parce que le temps surtout m'est compté. Donc premier ouvrage, c'est celui d'un collègue qui est aussi en charge d'un libre journal dans cette même radio. C'est notre ami Rémi Soulier, un compatriote sudiste, lui est du Rouergue, donc qui anime le libre journal de la philosophie, dont lui vient de sortir très récemment, je l'ai reçu en début de semaine, je l'ai déjà lu, donc un ouvrage intitulé Racination, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Alors il s'agit en fin de compte de méditation inspirée par des chemins de traverse à la fois philosophiques et littéraires des auteurs très divers qui vont de Hölderlin à Carl Schmitt en passant par Barbier de Revilly ou des poètes aussi occitans. Donc méditer sur cette notion d'enracinement plutôt que la notion d'identité. Donc à travers des petits textes souvent très courts et différents chapitres, on est amené à opérer une sorte de quête donc extrêmement philosophique et méditative sur cette notion d'enracinement qui est primordiale aujourd'hui dans ce monde de l'indifférencié et de la confusion générale. Donc c'est vraiment un ouvrage revigorant. C'était vraiment un bon bol d'oxygène donc dans ce contexte qui est pas toujours très très exaltant et un petit peu morose. Donc retrouver nos racines, à la fois les racines locales, on voit l'Occitan qui parle en lui, mais aussi sur des échelles plus larges, qu'elles soient celles de la nation ou de cette grande Europe que nous voulons à nouveau rebâtir et régénérer. Donc je rappelle le titre de l'ouvrage de Rémi Soulier, et avec un accent aigu, Racination au singulier, donc T-I-O-N à la fin, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux pour la somme de 25 €, et ça les mérite largement. Deuxième ouvrage que j'ai reçu aussi cette semaine et que j'ai lu aussi dans la foulée, il est celui d'une habituée aussi de cette radio qui s'appelle Claude Meunier-Berthelot. Alors Claude Meunier-Berthelot a l'habitude un petit peu de tailler des croupières à ce système aujourd'hui qu'on appelle de manière forte et considérée éducation nationale, qui n'éduque plus et qui n'est plus du tout national. Donc elle avait sorti il y a quelque temps un ouvrage intitulé École la haute trahison aux éditions Apopsix. Elle vient de récidiver de manière salutaire avec un ouvrage intitulé Blanquer, ce monstre froid, remède de cheval contre la Blanquermania, préfacé par François Billot de Lochner aux éditions des Trianon. Alors là, il s'agit d'un ouvrage qui remet un peu les pendules à l'heure. C'est vrai que Jean-Michel Blanquer, donc actuel ministre de l'Éducation nationale, a eu tendance peut-être un petit peu à enfumer une partie de l'opinion, notamment une partie d'opinion située à droite, par des déclarations qui reflétaient un certain bon sens, de retour à certains fondamentaux, à la fois dans la transition des connaissances et dans surtout les pédagogies qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour le plus grand malheur de nombre de nos élèves depuis des décennies. Dans Claude Meunier-Berthelot, et à travers donc des petits chapitres courts et incisif, au fond des choses, elle reprend des déclarations, elle compare d'aujourd'hui aux réalités du terrain, et il n'est pas les gens aussi qui travaillent dans cette de ce qui fut une auguste institution, se rendent compte aussi au quotidien que en fin de compte les choses n'ont pas beaucoup changé, elles peuvent aussi empirer. Donc c'est vraiment un petit ouvrage qui est salutaire, notamment pour ceux qui ont pu être séduits par les annonces, les effets d'annonce de ce nouveau ministre qui se révèle comme ceux qui l'ont précédé, donc un illusionniste, sûrement plus talentueux que les deux qui l'avaient précédé. Je parlerai même pas je veux pas trop citer Najat Vallaud-Belkacem qui fut sûrement la plus catastrophique de toutes avec sa réforme du collège, qui restera malheureusement un anti-modèle du genre. Donc je rappelle les coordonnées, les références de cet ouvrage.
Claude Meunier-Berthelot, Thelot, Blanquer, ce monstre froid, donc aux éditions donc des Trianon, donc pour la modique somme de 15 €. Voilà, donc ces chroniques me menaient toujours donc au pas de course comme d'habitude. Donc je voudrais donc rappeler les ouvrages de nos deux invités du jour. Alors bien sûr donc nous sommes toujours attachés à la galanterie qui a fait la grandeur de notre civilisation dans cette radio. Donc vous savez qu'actuellement c'est battu en brèche. J'ai lu un article encore, je crois, c'était oui, voilà. Donc maintenant sous l'influence donc de ce féminisme historique venu d'outre-Atlantique, bon, même on remet en cause ce qui ressort, bon, d'une civilité raffinée qui a été générée par plusieurs siècles, donc, de civilisation française, la galerie. Donc, je donne d'abord la parole à Tanit Termination, que je remercie vraiment de nous avoir fait l'honneur et le plaisir. Je vous remercie pour cette invitation, merci. Et donc, je recite d'ailleurs les deux ouvrages, donc, le dernier en date, Les Galaxies Macarian, donc, aux éditions du Félin. Donc, et ensuite, un ouvrage aussi qu'on retrouve à la fois neuf et puis aussi sur le marché de l'occasion. Donc, Reginald Tig Jones, donc Tig, T-E-A-G-U-E, Jones, au service secret de l'Empire britannique. Donc, aux éditions Grasset, voilà. Donc là aussi, c'est remarquable. C'est à la fois un livre d'histoire, mais qui est écrit de manière, donc, d'une manière qui rend la lecture tout à fait agréable et aisée. Notre cher oncle Bob, Robert Stekers, donc avec donc ce deuxième volume, alors, j'ai cru comprendre qu'il y en aurait d'autres, et nous l'espérons tous. Oui, c'est pour ça qu'il a écrit tome deuxième. Et voilà, donc il y aura troisième volume. Voilà, donc il y aura tome troisième, quatrième, peut-être. Je veux dire, je suis bientôt à la retraite, donc. Ah non. Je suis bientôt à la retraite. Sur le plan professionnel. Dans la vie civile. D'accord, quelle chance, moi il me tarde. Donc ça va démarrer une période d'activité magnifique, quotidienne. C'est une excellente nouvelle, cher Robert. Alors, la révolution conservatrice allemande. Le pilonnage permanent. C'est bon, il faut le feu nourri. Les orages d'acier. Voilà. Dirigé dans la bonne direction. Alors, Robert Stekers, La révolution conservatrice allemande, tome 2e, sa philosophie, sa géopolitique et autres fragments, aux éditions Dulor. Voilà, donc les auditeurs intéressés peuvent se procurer dans les bonnes librairies parisiennes, notamment la nouvelle librairie qui vient d'ouvrir au 11 rue Médicis, en face du Jardin de Luxembourg, dans le 5e arrondissement. Oui, mais elles ont peut-être reçues, on verra bien. On verra d'ailleurs tout à l'heure, d'ailleurs. Et sinon, ils peuvent se procurer sur le site internet de l'éditeur, la diffusion du lore.com, je crois. Enfin bon, sinon ils peuvent vérifier. Voilà, donc c'est un très bel ouvrage. .fr, bah oui, nous sommes en France, profitons-en. Voilà, donc c'était Pascal Lassalle à la barre, à la direction de ce livre journal de la jeunesse qui vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles pérégrinations métapolitiques et littéraires. Au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la jeunesse dirigé par Pascal Lassalle. Émission préenregistrée le 6 octobre 2018. Elle est diffusée pour la première fois samedi 13 octobre 2018 de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.